Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'ai toujours rêvé d'être speaker dans une autre vie. J'imagine qu'il doit y avoir des super speakers dans le surf, sur la plage. Il faut mettre un peu l'ambiance, non? Ouais, il y en a plusieurs assez emblématiques. T'as ceux sur la plage forcément qu'il faut qu'ils fassent vivre un peu le sport. Et après t'as aussi ceux du live, du webcast. C'est des gens différents, mais c'est assez intéressant. Moi j'aime bien les écouter. Ok, ouais. Et quand tu dis webcast, c'est des gens qui vont commenter qui vont commenter le surf qui est streamé en ligne et qui est accessible n'importe où. Okay. Exactement. Le surf, c'est pas énormément diffusé à la télé parce qu'on a des horaires un peu imprévisibles. Et du coup, on est par contre très très bien diffusé sur le web. C'est du contenu gratuit. Ouais. Et on a ces fameux commentateurs sur les lives sur le web. Ok. T'as une chaîne ou deux à me recommander pour que j'aille jeter un coup d'œil? Alors en fait, c'est la ligue carrément qui crée ce contenu. Donc c'est directement sur le site worldsurfleague.com. Okay. Et au moment des compétitions, ils retransmettent ça et c'est assez quali. Ça permet de vivre ça vraiment à fond sur le moment et c'est chouette. Et d'ailleurs, en ce moment même où on parle, là, il y a une compétition qui a lieu à Hawaï et du coup, tous les soirs, je me connecte, moi, pour regarder un peu ce qui se passe là-bas. Bon, bah écoute, je vais aller regarder moi aussi. Là, tu me donnes l'eau à la bouche. En tout cas, bon, on a commencé du coup cet échange direct en mettant les deux pieds dans le plat, en allant droit dans le bain. Du coup, je suis avec Pauline Hadot. Pauline qui est surfeuse professionnelle depuis un bon bout de temps maintenant. Moi, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je te suis sur les réseaux, mais toi, ça fait encore plus que tu surfes. Donc Ouais, alors professionnel purement depuis que j'ai 18 ans, depuis que je me suis mis à 100% là-dedans. Mais après, avant ça, je commençais déjà à faire des compétitions, à voyager et je surfe depuis que j'ai 8 ans et j'en ai 30 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un petit paquet de temps quand même. Ceci ne nous rajeunit pas, comme on dit. C'est ça. Bon, écoute, franchement, je suis ravi de pouvoir être là en fin d'après-midi avec toi et de pouvoir passer ce temps-là parce que déjà j'ai fait pas mal de surf étant jeune, pas assez, tu vois. Et puis bon, j'ai eu une petite chute, je me suis fait peur et puis après j'ai pas osé y retourner et puis voilà, je me suis pris dans un rouleau, la planche qui m'est tapée sur la tête. Mais du coup, j'ai une grosse admiration pour les surfeurs et j'adore encore retourner à Lacano pour aller regarder. Mais c'est les World Surf Series qui passent. Alors il y a le Lacano Pro qui a lieu quasiment tous les ans. Alors après, parfois d'une année à l'autre, ils changent de nom, mais c'est vrai que c'est une compétition assez historique en France et en Europe.
Ouais, c'est emblématique et puis c'est un endroit que moi j'affectionne tout particulièrement, donc peut-être qu'on pourra s'y croiser un de ces quatre, ça serait vraiment chouette. Mais avant tout ça, comme je te le disais, il y a une tradition sur ce podcast où on aime bien les habitudes, on aime bien les routines. C'est toujours de commencer par cette question qui, j'espère, deviendra emblématique un jour, qui est savoir quel est ton premier souvenir de sport? Alors, mon premier souvenir de sport. Alors, tu veux dire moi dans ma pratique ou mon souvenir de sport en compétition ou ça peut être les deux. Eh ben, écoute, Comme... alors quand je dis désolé là, je te prends au mot et puis comme ça je fais rentrer un peu les auditeurs dans les backstage. Mais généralement je dis ça peut être soit ton premier souvenir que tes parents aiment bien raconter sur toi pour se moquer un peu de toi, ou un souvenir qui t'a marqué, ou le souvenir que t'adores raconter à tes copains pour les faire rigoler. Voilà, un souvenir qui vraiment qui toi t'a marqué en tout cas. Bah, Et tu peux raconter les deux. si j'écoute mes parents, alors je m'en souviens pas forcément, mais apparemment, dès toute petite, j'avais un peu une obsession pour les balles et les ballons. Donc, ce qui fait que assez jeune, j'ai un petit peu, bon, j'ai toujours été assez sportive, j'ai assez bougé. J'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de foot. Donc ça, je pense que c'est mes premiers souvenirs vraiment de sport un peu encadré. Après, j'ai toujours fait pas mal de vélo, de rando avec mes parents. Et après, en fait, quand tu m'as dit premier souvenir, j'ai aussi une image en fait qui me vient à l'esprit. Vas-y. Alors c'est pas dans la pratique, mais c'est comme sûrement beaucoup d'enfants à l'époque de mon âge et sûrement des gens plus âgés aussi. C'est un peu l'effet, tu sais, Coupe du Monde 98, où c'est la première fois, donc j'avais 7 ans. Ouais. C'est la première fois que je suivais un événement sportif vraiment avec engouement. Je découvrais ça. Et ça, c'est mon premier souvenir de sport compétitif, en fait, où j'ai eu cette prise de conscience. Okay. Donc, mais d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai fait du foot après. C'est vrai, t'as fait du foot? J'ai fait 1 an de foot. C'est pas très long, mais okay, beaucoup plus à la cour de récré, mais ouais. Non, j'aimais bouger quand j'étais petite. Ok, alors du coup, moi je me souviens des filles qui jouaient avec nous au foot à la récré. C'était les plus casse-cou, mais c'était aussi les filles qu'on préférait parce qu'on les trouvait super drôles, sans gêne et hyper audacieuses, quoi. T'étais un petit peu ce genre de fille? Alors, sans gêne, audacieuse, je sais pas. En tout cas, en fait, en ce qui concernait le sport, en tout cas, je me sentais pas. Alors, entre guillemets, je me sentais capable de tout, tu vois. J'étais plutôt à droite, j'aimais toucher à tout. Et donc voilà, moi, à la récré, c'était foot avec les garçons. Au Pays Basque, chez moi, quasiment dans toutes les écoles, t'as des petits frontons, donc c'était pelote basque main nue avec des balles de tennis, voilà. C'était ça, c'est tout. Vraiment, tout mon temps libre, en fait, c'était beaucoup de sport. Ok, d'accord, ouais. Et à l'école, ça se passait comment? À l'école, j'étais plutôt bonne élève. Et d'ailleurs, ça m'a plutôt servi parce que avec mon sport, avec le surf, j'ai été vite amenée à pas mal voyager. Et le fait d'arriver à suivre les cours et de jouer le jeu avec les profs, ça me permettait en fait de m'absenter derrière. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de raison de me refuser ces absences, entre guillemets, parce que je faisais en sorte d'arriver à mener les études en même temps. Ok. Mais c'est vrai que j'aimais bien. En fait, j'étais un peu compétitrice dans tout, quoi. Donc, que ce soit pour une partie de foot, un match de ping-pong à l'école, voilà, j'avais cet esprit un peu de compétition. Ok, alors plutôt mauvaise perdante du coup, ou plutôt bonne gagnante?
Ah, j'aimais pas trop perdre, hein. Moi, j'aime toujours pas ça. J'aime toujours pas ça. Mais au début, plutôt. Alors, en fait, ça dépend comment tu prends mauvaise perdante. Évidemment, j'étais pas très contente de perdre. Après, j'étais pas de mauvaise foi, on va dire, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est jeune, c'est la défaite, c'est quelque chose de pas facile comment dire, à appréhender. Ouais. Et ça a évolué au fil de ma carrière. C'est quelque chose qui a changé. Donc maintenant, je dirais que je le gère différemment et mieux. Ok, ça roule. Et du coup, comment ça se fait que tu te retrouves, tu vois, dans les sports nautiques et même dans le surf, tu vois, c'est pas hyper naturel pour un papa ou pour une maman de se dire, tiens, je vais mettre mon enfant au surf et regarder. Il peut y avoir, tu vois, un peu. Moi, je me mets un peu à la place d'un papa un peu anxieux. Il peut y avoir un peu le côté, bon, il peut se noyer, Ouais. l'enfant peut se noyer, il peut lui arriver un truc. Il y a des chutes, les vagues peuvent. L'océan, c'est un élément qui peut se retourner Ouais. aussi contre l'être humain. Ouais. Comment est-ce que toi t'es arrivé dedans? Alors, c'est vrai que moi, alors déjà, je viens pas d'une famille de surfeurs. Mes parents, ils connaissaient vraiment rien au surf. Ok. Mais j'ai grandi en bord de mer. Enfin, donc, j'en avais quand même ces habitudes de vie. On allait beaucoup à la plage, du moins l'été. Et moi, étant quand même assez hyperactive et traînant toujours avec mon groupe de copains, on jouait beaucoup dans les vagues avec des bodyboards, à prendre des vagues. Et donc, au bout d'un moment, on a un peu tous demandé à faire du surf. Ok. Donc voilà, à ce moment-là, on avait déjà la chance d'avoir des clubs un peu partout, tu vois, sur la côte. Donc on a très vite été encadrés. Mais c'est vrai que cet aspect inquiétude dans l'eau, mes parents, ils l'avaient parce que je me souviens au début, donc j'allais à mes cours de surf encadrés dans mon club. J'ai adoré, hein, ça se passait super bien. Mais par contre, mes parents, ils voulaient pas que j'aille surfer toute seule après, ou sur d'autres journées et d'autres moments de temps libre. Mais bon, c'était au fur et à mesure, j'ai progressé, puis j'ai été de plus en plus à l'aise, et puis au bout d'un moment, ils m'ont fait, enfin, ils se sont sentis en confiance aussi par rapport à ça. Ok, d'accord, ouais. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et le, tu mentionnais le fait que tu avais été vite amené à voyager, qu'il a fallu que tu gagnes un peu la confiance, j'imagine, de tes parents et de tes professeurs, Mhm. pour avoir des bonnes notes et qu'on te laisse un petit peu voyager et louper quelques cours. Je me rends pas du tout compte, tu vois, aujourd'hui pour une jeune fille qui doit être adolescente, tu vois, à partir de quel âge elle doit commencer à voyager pour faire des compétitions de surf, et combien de compétitions elle doit faire, tu vois, Ouais. grosso modo dans une année, tu vois, sur le parcours classique, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Ou même à l'époque, hein, Euh, plutôt, mais. ouais, alors moi, je peux que parler de mon expérience finalement, même si là, maintenant, les jeunes, voilà, ils sont amenés de plus en plus à se déplacer pour pouvoir progresser. Moi, j'ai Ouais, commencé à voyager pour les compétitions vers 11-12 ans, je pense. Alors au ouais, début, c'était des petites compétitions l'été en Europe, peut-être en Espagne, au Portugal. Et puis assez rapidement, ça a été pas que l'été, donc plutôt sur le temps scolaire, sur l'année scolaire, et puis sur des destinations plus lointaines. Euh, donc moi, voilà, c'est aussi à cet âge-là, en fait, à peu près que je me suis impliquée de plus en plus dans mon sport et que j'ai un peu aperçu dans ma tête une possibilité de, de, de carrière pro. ouais, Du coup, j'étais vraiment à fond. Et puis, donc voilà, comme tu disais, j'avais, il fallait que j'aie cette confiance derrière de mes parents parce qu'ils me voyaient m'absenter. Ils étaient contents pour moi que je vive toutes ces expériences. Mais tu as toujours un peu aussi la petite inquiétude. Et puis le discours assez classique. Ok, mais pense aussi à l'école.
puis le fameux passe ton bac et passe ton bac d'abord. Mais en fait, moi, je l'ai pris vraiment dans ma tête, c'était ok, tant que ça se passe bien, on me dira pas non. Ouais. Donc, comme je te disais juste avant, je faisais vraiment en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit content, mes parents, mes profs, et que derrière, je puisse saisir les opportunités qui se présentaient à moi. Et elles sont arrivées assez tôt. J'ai eu la chance de vivre des choses jeunes et c'était super. C'était des expériences de fou pour la gamine que j'étais à ce moment-là. Voilà, à 13 ans, j'ai eu la chance de partir toute seule à Hawaï. Après, j'allais en Australie retrouver d'autres jeunes athlètes de mon âge. Enfin, on faisait des compétitions là-bas contre les meilleurs Australiens. C'était incroyable de vivre tout ça. Et à 13 ans, ouais, ça fait super jeune, effectivement. Et c'est tes parents qui t'accompagnent? Qui est-ce qui t'emmène? J'imagine que ça coûte un peu d'argent aussi. Il y a déjà des sponsors, des gens qui peuvent te soutenir là-dedans? Ouais, alors mes parents m'accompagnaient pas sur des voyages comme ça. Ils venaient sur des compétitions pas loin de chez moi, souvent. C'était plutôt mon sponsor de l'époque qui organisait un peu ces déplacements et qui financièrement me permettait de participer à tout ça. Donc voilà, c'était une époque où les marques de surf faisaient beaucoup pour la formation des jeunes surfeurs, et moi j'ai pu bénéficier de ça. Ouais. Et donc voilà, j'ai été sponsorisée assez jeune, et puis ils m'ont vraiment accompagnée toute mon adolescence et une bonne partie de ma carrière. Et ça, ouais, c'est vraiment, c'est sûr que c'est une chance. Sans ça, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. Ouais. Ok, ouais. Non, et c'est dingue, tu vois, déjà, ouais, à 13-14 ans, il y a déjà des sponsors et tout, je savais pas du tout. Donc, tu vois, comme quoi, effectivement, ils visualisent tout, quoi. Mais... Ouais, après, ils sont quand même, c'est entre guillemets bien fait dans la mesure où, tu vois, tu viens pas, comment dire, c'était pas perturbant dans la mesure où ils me disaient, nous, on veut t'aider à progresser, à t'accompagner, donc ils me donnaient pas d'argent, si tu veux. Ils me finançaient, enfin, ils me payaient, enfin, ils payaient les déplacements, tout ça, mais voilà, je pense à cet âge-là, c'était, j'entendais pas de montant, si tu veux. C'était, voilà, on va t'accompagner sur les compétitions juniors, on va t'amener là pour que tu progresses. Voilà, c'était un peu la vie rêvée pour moi. Non, c'était incroyable. Ok. Et comment est-ce que est-ce que tu réalisais ce qui t'arrivait à l'époque? Tu vois, tu vois, après, j'imagine encore en tant qu'adolescente, tu as pas toutes les contraintes financières, tu vois pas tout ce que ça implique, la préparation, tu vois aussi moins le côté un peu logistique et organisationnel. Est-ce que ouais, tu te rendais compte de tout ça? Comment est-ce que tu faisais aussi? Comment est-ce que tu as fait pour te construire? Est-ce que tu as eu, je sais pas, des rôles modèles pour rêver vraiment un jour pouvoir vraiment faire du surf ta seule et unique activité? Alors des rôles modèles, en fait, j'en avais près de chez moi. En fait, c'était tout simplement les surfeuses pro françaises du moment. Donc c'est des noms comme je sais pas si tu connaîtras, mais Emmanuelle Joly, Marie-Pierre Abgral. Il y avait aussi Caroline Saran, qui était un peu plus jeune, qui était la génération qui arrivait. Ouais. Et donc moi, vraiment, j'étais c'était ce vers quoi j'aspirais. Ouais. Au début, je connaissais pas bien le monde du surf pro, les surfeuses étrangères qui très connues, je les connaissais pas vraiment. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est les rôles modèles, c'était ces femmes que je voyais performer proche de moi, quoi. Enfin, proche de moi physiquement, je veux dire, dans le
dans ma région, quoi, et en France. Ouais. Donc ça a été ça. Plus tard, ça a été aussi beaucoup par rapport à mon sponsor aussi, en fait, qui avait d'autres athlètes dans sa team. Ça a été certaines athlètes comme Stéphanie Gilmore, par exemple, qui là maintenant est 7 fois championne du monde, mais à l'époque l'était pas encore. Voilà, ça a été, c'est quelqu'un que je regardais avec beaucoup d'admiration. Et puis voilà, en grandissant, il y en a eu beaucoup. J'ai l'impression que plus j'ai grandi, plus je me suis inspirée d'histoires différentes et d'athlètes différentes, Okay. et différents et différentes. Mais c'est vrai qu'au début, ça restait quand même dans le surf français. Et puis ça a aussi été un peu plus tard d'autres athlètes français dans d'autres domaines. Ok. Et c'est quelque chose que tu as toujours fait, aller t'inspirer un peu chez d'autres, aller trouver. Est-ce que c'est des gens que tu rencontrais, à qui tu parlais, à qui tu demandais des conseils, ou t'allais plutôt être du genre à regarder ce qu'ils faisaient de loin, mais plutôt à analyser. C'est quoi ton style pour t'inspirer? Alors mon style, j'étais hyper timide. Ouais. Donc j'allais pas forcément vers les gens et encore moins leur demander des conseils. Et c'était plutôt dans l'observation, l'admiration et voilà. Donc c'est Ok. un peu ma personnalité qui faisait aussi que j'étais pas quelqu'un d'avenant forcément. Ok, d'accord, ouais, ça marche. Mais non, en tout cas, c'est bluffant, tu vois, la façon avec laquelle tu as pu te construire et comment est-ce que t'as pu y arriver. Et à quel âge ça devient, je me rends pas compte, à quel âge ça devient réel, c'est-à-dire on peut presque en vivre. Et quel stade il faut passer, parce que je sais qu'il y a plusieurs ligues, Ouais. plusieurs un peu de niveaux. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu d'ailleurs, ouais, comment est-ce que ça s'arrange et à quel Mhm. moment en fait ça a été possible pour toi vraiment de te considérer en tant que surfeuse professionnelle? Alors, par où je commence? Alors en fait, en surf, en gros, quand t'es jeune junior, t'as deux choses qui sont importantes dans ta carrière au niveau de compétition. Tu as d'un côté le circuit WSL junior, Ouais, qui est là, c'est un peu donc c'est la ligue pro, ouais, où tu te frottes dans ta région aux meilleurs Européens. Et puis à côté, tu as aussi les championnats du monde ISA, où tu te déplaces avec l'équipe de France. ouais. Et ça, c'est, voilà, tu vas surfer contre les meilleurs de ta catégorie. Donc ça, c'est les gros, c'est les objectifs que tu as à ce moment-là. Et puis quand tu passes dans la catégorie open, donc adulte, tu as toujours ce circuit pro qui devient qui devient encore plus important même, parce que tu vas essayer d'aller te qualifier pour l'élite de ton sport. Et tu as aussi maintenant, et c'est encore plus important parce qu'on est aux Jeux, toujours ces championnats du monde avec l'équipe de France et Bien sûr. aussi les Jeux olympiques. Ouais. Et donc moi, dans ma construction, donc j'ai évidemment fait ces circuits juniors. Ouais. Et c'est sûr que si j'ai eu des bons résultats au niveau junior, ce qui m'a permis encore une fois d'avoir la confiance de certains partenaires, la confiance aussi de mon entourage familial qui m'a dit moi de toute façon je voulais foncer et faire ça à l'âge de 18 ans après mon bac, mais qui a été aussi rassuré de voir que ça se passait bien. Et en gros, je me suis lancée, j'avais le soutien de sponsors, sans qui c'est assez compliqué de financer les compétitions. Et voilà, et là, ça a commencé comme ça, en tout cas pour ce qui est de ma carrière pro. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces compétitions de la ligue dont je parlais, on les finance, il faut trouver un financement soi-même, quoi. On n'est pas financé par la fédération ou nos clubs, en fait. Il faut arriver à financer ses déplacements. Ok, Voilà. ok. Et toi, t'as réussi comment? Ben moi, alors comme vu que j'avais des
des résultats juniors assez encourageants. J'avais la chance d'avoir un partenaire qui m'a suivi à ce moment-là. Et du coup, ça, à ce moment-là, ça n'avait pas été un obstacle en fait à ma carrière. Mais ça peut l'être, évidemment, ça peut l'être pour un jeune qui veut se lancer et même quand on est déjà chez les juniors. Ouais. Et il y a quoi comme gros coûts, hormis peut-être les déplacements, donc avion et hôtel? Moi, je sais pas quel est le prix d'une planche de surf, je me rends pas compte, mais il y a d'autres gros coûts qui peuvent être associés. Peut-être l'accompagnement aussi, j'imagine. Oui, voilà. Qui doit passer par des coachs. Ouais, exactement. Si tu fais appel à des coachs, si en plus tu veux qu'ils se déplacent avec toi, voilà. Les planches, oui, ça peut être un poste de dépense assez important en fonction en fonction de si tu les casses beaucoup, ou si tu as besoin de beaucoup de planches. Mais on a quand même besoin d'un certain nombre de planches parce que pour chaque type de vague, on a des planches différentes. Ouais. Du coup, voilà, en gros, c'est ça les gros postes de dépenses. Ouais, et je me rends pas compte, et sur les sponsors, ça intéresse aussi d'autres marques que celles du surf, tu vois. Alors je connais les grosses marques emblématiques du surf avec que j'ai pu utiliser, mais je me rends pas compte, il y a d'autres gros acteurs que ça peut intéresser, tu vois. Typiquement, je dis des bêtises, mais tu vois, dans le football ou le tennis, il y a des grandes banques, des marques de montres, des marques de rasoirs, il y a un petit peu tout. Dans le surf, ça peut, pour les sponsors, ça peut intéresser n'importe qui potentiellement. Oui, et de plus en plus en fait, j'ai l'impression. C'est vrai que moi je vois une évolution par rapport au début de ma carrière, par exemple, à maintenant. C'est vrai que le surf, ça devient de plus en plus populaire. C'est une image que certaines entreprises qui ne sont pas du tout du milieu du surf aiment utiliser aussi parfois. Donc oui, il y a c'est vrai des marques emblématiques du surf, des marques plus jeunes aussi qui dans ce milieu-là qui aussi émergent. Et puis il peut y avoir évidemment des partenaires un peu plus grand public entre guillemets. Ouais, ok, d'accord. Bon, je vois, j'irai faire mes petites recherches. C'est pas trop le sujet aujourd'hui. Ouais, moi, je suis curieux aussi de savoir comment est-ce que comment est-ce que tu t'es entouré jeune, tu vois? J'imagine que c'est pas évident, et j'ai l'impression que tes parents étaient pas spécialement dans le monde du surf. Du coup, c'est quoi les personnes qui ont pu t'accompagner pour arriver petit à petit jusqu'au haut niveau avant d'y arriver? Alors j'imagine qu'aujourd'hui c'est peut-être différent, mais c'était qui les personnes clés à l'époque? Alors, évidemment, de base, c'est toujours l'entourage familial. Et ça, j'ai envie de dire, ça a été vraiment, c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui. C'est vrai que mes parents, ils connaissaient rien au surf. On est entré dans ce milieu-là, avec tout à apprendre entre guillemets, ce qui fait que parfois on pouvait être un peu prudent sur certaines choses, pas trop savoir quoi faire. Mais ce qui a été très très important dans mon adolescence en tout cas, c'est mon sponsor qui était Rip Curl à l'époque, qui comme je disais, m'a formé, accompagné, et le team manager qui s'occupait de nous, parce qu'il n'y avait pas que moi, qui m'a beaucoup apporté, aidé à ce moment-là. Ensuite, assez vite, vers 17 ans, en fait. Alors, j'ai été au Pôle France aussi pendant 2 ans, en 16-17 ans. Ouais. Et ensuite, je suis sortie du Pôle France parce que j'ai fait ma terminale par correspondance, et je me suis entourée d'un préparateur physique. J'ai fait appel aussi à un manager, et j'ai commencé à m'entourer un petit peu différemment. Après voilà, c'est des gens qui ont
ont changé ou pas au fil de ma carrière. Mais en gros, aujourd'hui, donc j'ai toujours ma famille qui suit énormément. J'ai mon mari que j'ai embarqué dans le projet, évidemment, hyper important pour moi dans ma performance, dans mon équilibre de sportive, mais de femme aussi, parce que moi je suis persuadée que voilà, c'est un équilibre d'ensemble à trouver pour arriver à performer au mieux. Et ensuite, côté plus, c'est pas de l'entourage familial. J'ai un préparateur physique avec qui je m'entraîne, des coachs à la fédération avec qui j'échange, mais aussi un coach avec qui je travaille, qui lui est en Australie. Et ensuite, j'ai un manager qui me conseille beaucoup aussi, qui m'apporte beaucoup sur d'autres sujets forcément. Mais voilà, du coup, ça fait quand même pas mal de personnes qui gravitent autour du même projet, on va dire. Ouais, effectivement, c'est ce que je vois. C'est bien, il faut être capable effectivement de rassembler autour de soi des personnes de confiance et de travailler avec et de mettre un petit peu tout ça en orchestre. T'as mentionné effectivement ton mari que t'avais un petit peu embarqué avec toi. Aujourd'hui, alors effectivement, j'avais vu que vous avez fêté il y a pas très longtemps des noces de cuir, je crois. Ou c'est ça. Ça fait 2 ans du coup. Mais bravo. C'est pour ça j'ai encore du mal à dire mon mari parce que psychologiquement c'est pas facile. Mais oui, non, ça fait plus longtemps qu'on est ensemble, mais c'est vrai que il essaie de venir sur mes compétitions souvent. Lui, il est photographe, vidéaste, donc il fait beaucoup de mes contenus. On a trouvé, on va dire, un équilibre qui nous permet de vivre pas mal de choses, pas mal de ces expériences ensemble. Ok. Et puis surtout, il me connaît vraiment mieux que personne, donc c'est vrai que c'est des échanges qu'on a sur moi, mes entraînements, ma compétition, sur des aspects un peu plus mental, des réflexions qu'on a qui moi m'apportent beaucoup en tout cas. Ok, d'accord, ouais. Mais non, mais c'est bien d'en parler. Tu vois, je peux te dire qu'après effectivement plus de 131 interviews, il y a peu d'athlètes de haut niveau qui se marient déjà pendant leur carrière, même beaucoup qui attendent un peu. Et puis c'est souvent un sujet pas forcément tabou, tu vois, mais les gens en parlent assez peu finalement. Et je pense que c'est quand même un facteur clé de réussite, tu vois. Si t'es pas bien effectivement dans ta vie personnelle, c'est peut-être plus difficile de performer et de se sentir bien, et en tout cas sans charge mentale le jour de compétition, quoi. Ouais, ça a une influence, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, ça sent que ça te rend épanoui et que toi, ça te fait grandir. Et puis en plus, c'est plutôt chouette pour la partie contenu et si ça peut t'accompagner. Et puis c'est quelqu'un qui doit beaucoup t'observer du coup sur la technique, donc c'est plutôt chouette. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et après, c'est des choses qu'on vit ensemble, les bons comme les mauvais. Hein, mais du coup, il y a toujours cet aspect un peu remise en question aussi que moi je trouve hyper intéressante, et qui en effet on a toute cette réflexion autour du sport, et pour moi du surf, mais qui finalement est valable dans tous les aspects de notre vie au final. Ouais. Donc. Bon, écoute, félicitations en tout cas. C'est beau de parler un petit peu d'amour, ça donne du baume au cœur. Ça donne du baume au cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!